Nouveau chapitre dans mon épopée temporelle, et après avoir vu des consoles comme la 3DO ou la Jaguar se prendre les pieds dans le tapis de la 3D, on va s'intéresser aux vraies consoles 32 bits selon moi, celles qui ont réussi à en faire quelque chose de tous ces polygones. On commence avec la Saturn de Sega, que j'ai très rapidement kiffé dès le départ grâce à sa manette, qui ressemble beaucoup à la manette 6 boutons de la Mega Drive, mais il y a des petits ajustements en termes de prise en main, d'ergonomie, il y a 2 boutons de tranche en plus, et globalement, elle m'inspire une manette typiquement rétro, mais de luxe. Je vois pas comment tu peux mieux designer une manette 2D encore aujourd'hui si t'as pas besoin de mettre des joysticks dessus. Alors la Saturn, j'ai longtemps trouvé qu'en termes de 3D, c'était juste une sous-PlayStation. Donc pas ouf, mais après avoir passé autant de temps sur la 3DO, je vous assure que la Saturn, elle m'a vraiment mis une claque là. J'ai trouvé que la 3D était super propre, tout était bien plus rapide. Quand tu passes de The Need for Speed ou Road Rash sur 3DO à Daytona USA sur Saturn, c'est vraiment un autre niveau. La 3D, elle est plus propre, il y a plus d'éléments dans le décor, et surtout tout va beaucoup plus vite. En plus d'avoir un meilleur framerate, il y a une vraie sensation de vitesse que tu retrouvais pas dans les jeux 3D de l'ère 3DO. Il y a bien plus de polygones affichés à l'écran et ça se voit, et un jeu comme Tomb Raider 1 en full 3D ultra immersive, ou Panzer Dragoon Saga avec ses villages à explorer avec une caméra libre, bah ça te transporte vraiment dans le monde 3D de ces jeux, quelque chose qui n'était pas le cas avant. Et même pour des RPG moins ambitieux, Lucien's Quest sur 3DO par rapport à Shining Force 3 sur Saturn, bah ça n'a rien à voir. Sur 3DO, quand tu vois de la 3D, t'es là, oh regarde, il y a de la 3D là, ici, on le voit. Alors que sur Saturn, c'est naturel, c'est acquis, qui en est sur tout l'écran. Et il y a bien plus d'éléments qui sont en 3D, même si souvent, les personnages, eux, restent des sprites en 2D, dans des environnements 3D. Les 32 bits, c'est ça, hein, ça reste l'âge d'or du low polygone couplé aux images 2D digitalisées. Et sur Saturn, on avait quand même beaucoup de warping de textures. Donc à mesure que tu avances, les textures 3D qui se déforment, beaucoup de clipping aussi avec des éléments qui apparaissent très tard à l'écran, on n'avait pas une vision lointaine. La distance d'affichage permettait pas encore de faire des open world. Et un truc qui fait un peu cheapos sur la Saturn, c'est le fait que pour simuler de la transparence, on va ajouter plein de petits points sur les textures. Une sorte de côté graffiti, comme sur Mega Drive. La PS1 avait moins ça. Mais là où la Saturn elle brille aussi, c'est pour sa 2D, notamment avec tous ces jeux de baston qu'il y a eu dessus. En termes de rendu, on est au même niveau de soin et d'animation que ce qu'on pouvait trouver sur Neo Geo. À la différence près que vu qu'on est sur le support CD-ROM, il y a encore beaucoup de chargement, et pour des jeux de versus par exemple, ça peut être pénible de devoir attendre entre chaque round. Mais une fois que c'est chargé, on a de belles animations 2D sur Saturn, sur des jeux comme Street ou King of Fighter. On a plein de frames pour chaque personnage, on est très loin de la Super Nintendo, et loin par exemple de Street 2 sur 3DO. T'as le sentiment de jouer à la next-gen, à une console de luxe quand t'as passé autant de temps sur des machines purement 2D au format cartouche. Là, le CD c'est pas juste un gimmick, il permet beaucoup plus de données dans les jeux. Le fait qu'on ait de la 2D grave clean, des polygones et des cinématiques, on sent qu'on est passé à une autre ère du jeu vidéo. Par contre, on découvre aussi l'ère des cartes mémoire, vu qu'on peut pas sauvegarder directement sur un CD-ROM. La Saturn avait l'avantage d'avoir une mémoire interne, ça c'était pratique, mais la pile de sauvegarde, en fait, elle s'use super vite dès que tu la laisses au placard un peu trop longtemps, donc régulièrement il faut changer cette pile, et finalement le plus simple, ça reste quand même souvent de juste mettre une cartouche dans le port cartouche qui sert à sauvegarder. Pour revenir à la 2D, on continue définitivement d'enterrer le pixel art. Vu qu'on cherche de la 2D toujours plus détaillée, c'est plus comme à l'époque 16 bits où on pouvait encore compter le nombre de pixels sur un personnage. Donc ça a même bouleversé les choix artistiques des jeux. Et c'est sur la Saturn que j'ai réalisé que Sega lançait plein de nouvelles licences. On retrouvait pas forcément tout ce qui avait marché sur Mega Drive, sinon on aurait eu un Sonic exclusif, mais là on a eu des nouveaux univers, comme Panzer Dragoon, Knights, Sega Rally, Virtua Fighter, ça venait des salles d'arcade. Donc j'aime bien aussi ce côté fraîcheur qu'on trouve dans le catalogue de la Saturn. Sinon elle a un défaut, c'est que comme toutes les consoles de l'époque, quasiment tous les jeux étaient uniquement en anglais. Et encore sur Mega Drive, Sega localisait quelques jeux. Mais pas sur Saturn. La PS1 va vraiment bouleverser cette logique de localisation, quasiment tous les jeux seront traduits et ça va continuer même après la Nintendo 64.
Mais sur la Saturn, c'est pas le cas. Rassurez-vous, ça m'a pas empêché de bien m'amuser sur cette console. Je dirais que mes jeux préférés dessus, c'est Sega Rally de loin, j'adore le gameplay. Et puis niveau aventure solo, Shining Force 3 et Dark Savior. Pour prendre de l'avance sur la Nintendo 64, ils ont même sorti leur première manette 3D avec la sortie de Knights, qui du coup l'exploitait pour faire des vrais mouvements analogiques grâce au stick. Niveau design, elle rappelle un petit peu une future manette de Sega, mais on n'y est pas encore. Je la trouve un peu grosse et pas aussi cool que la manette de base. Et de toute façon, tout ce qui est analogique, c'est pas utile dans beaucoup de jeux, donc on peut s'en passer. Il n'y a pas de vibration dans la manette, et le stick de toute façon est pas de très bonne qualité. C'est même pas un circle pad comme la 3DS, c'est une sorte de grosse boule que tu fais tourner. Ça ressemble pas vraiment à un stick. Mais faut reconnaître que pour Knights en particulier, c'est très adapté. Ça rend les déplacements analogiques bien plus fluides et moins fatigants que si tu jouais à la croix. À bien des aspects, la Saturn s'approche plus de la Neo Geo que de la PS1. Grâce à sa dimension très arcade, le fait qu'il y ait beaucoup de jeux de baston, de shoot 'em up, mais avec des polygones, contrairement à la Neo Geo. Et aussi des bons jeux de course arcade, pas mal de visual novels aussi, mais réservés au Japon, comme la plupart des jeux Jap qui sont pas sortis en Occident. Il y a aussi quelques expériences solo, mais généralement, c'est moins riche que sur PlayStation 1. Parlons-en de la PlayStation 1. Premier choc, la manette. Les poignées sont trop agréables à prendre en main par rapport à la Mega Drive, la SNES ou même la Saturn. Par contre, la croix, elle est vraiment dure et pas très précise en comparaison. Les boutons, ok ça passe, donc au final ça reste peut-être plus amusant de jouer sur une Saturn, mais les poignées ça apporte un énorme confort, faut le reconnaître. Sur cette console, le dos des CD est noir, et je trouve que ça lui donne un côté différenciant, un peu futuriste par rapport aux autres machines CD. Et même pour la console en elle-même, cette couleur grise et son design qui mélange rectangle et aussi rond incrusté dedans avec le clapet, ça change des gros blocs noirs qu'on avait par exemple sur la Saturn ou la 3DO. C'est peut-être pour ça que le deuxième modèle de Saturn qui est sorti au Japon, en fait c'est une version blanche, ça lui donne un côté plus moderne pour l'époque. Revenons à la PlayStation. Dès les jeux de début de vie, on voit tout de suite que la 3D elle est un peu plus propre. Moins gribouillis, moins de clipping et généralement une meilleure fluidité. Même pour les mêmes jeux, genre Tomb Raider ou Wipeout, la version PS1 a des polygones moins brouillons à l'œil, plus fins, et une meilleure fluidité générale que sur Saturn. Mais je dirais que chronologiquement, la première claque que je me suis prise sur PlayStation, c'est Crash Bandicoot. On avait vu de la 3D avant, mais là le style cartoon, les couleurs chatoyantes, étaient beaucoup plus attrayantes que tout ce qu'on voyait dans le passé avec des jeux qui mixaient la 2D et la 3D, avec des polygones un peu gris. Là, c'est un vrai platformer, c'était nerveux à jouer, et pas de la 2,5D, c'était un vrai jeu 3D même si c'était en couloir. Les décors polygoneux étaient détaillés, les arbres, les feuilles, c'était pas juste une bouillie de brocolis, le monde avait la classe. Et j'ai vu un docu qui expliquait que justement, ce système de couloir leur permettait de mieux cacher les chargements, puisqu'il y avait de la RAM limitée dans la PlayStation 1, mais avec des petites techniques ingénieuses, ils pouvaient avoir un niveau de détail inégalé jusqu'à présent. C'est ça qui m'a plu aussi avec la PlayStation, c'est le côté artisanal. On a des grosses contraintes hardware qu'on essaie de contourner avec ingéniosité pour avoir des jeux qui continuent de se renouveler. Et on va y revenir, mais les développeurs manquaient pas d'idées pour tester des nouveaux concepts de jeux en prenant en compte ces limitations. C'est pas quelque chose que je ressens sur les consoles actuelles, parce que sur les consoles HD, en théorie, tu peux faire tout ce que tu veux déjà. Donc c'est d'autant plus marquant quand t'as un rendu réussi sur PlayStation 1. Et donc quand t'ajoutes à ça un bon gameplay, des bons graphismes, un univers et une ambiance générale qui se détache du reste et qui ressemble à rien d'autre, on comprend que c'est un gros succès. C'est ce qui est arrivé à Crash Bandicoot. Et rien de mieux qu'une mascotte pour donner une identité à une marque. Et la PS1 en avait besoin justement d'une petite mascotte. Et Crash Bandicoot, même si ça appartenait pas directement à Sony, c'était devenu l'image de marque de la console. Pour contourner les limitations techniques, on a aussi eu de plus en plus de jeux avec des décors pré-rendus, avec des polygones par-dessus. Ça fait un peu cheap par rapport à un vrai jeu 3D avec une caméra libre, mais on n'était juste pas capable de faire du full 3D propre sur PlayStation. Donc ces jeux pré-rendus ont vraiment un feeling très très différent pour la console. Je pense à Resident Evil ou Final Fantasy, mais ça passe bien et ça vieillit pas trop mal, parce que les décors sont beaux et on évite le warping de texture. Des bons jeux sur 32 bits
On en avait déjà eu, mais c'est avec la PlayStation 1 qu'on a vu arriver les vrais jeux de malades, genre Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Symphony of the Night ou la trilogie Crash Bandicoot. Il y a des jeux excellents dans plein de styles différents, donc presque tout le monde pouvait y trouver son compte. C'est la première fois qu'on avait une console aussi grand public. Et aujourd'hui, quand on dit grand public, on veut dire jeux pour enfants. Mais à l'époque, c'était pas habituel d'avoir des jeux pour adultes, avec un propos mature. Et ça, tu pouvais le trouver sur une console de jeux PlayStation, tout en ayant des petits jeux colorés pour tes enfants à côté. Ce nouveau public qui s'est mis aux jeux vidéo, ça a augmenté la taille de l'industrie du jeu vidéo de manière générale. Donc on a eu des jeux de plus en plus gros budget, avec des belles cinématiques en images de synthèse par exemple, qui témoignaient de à quel point ton studio il avait de la thune. Donc c'était plus juste du low poly ou des acteurs filmés en vrai, en mode FMV. Et là où c'était vraiment la classe, c'est quand ta cinématique en images de synthèse faisait une transition super smooth vers ton décor pré-rendu, comme dans les Final Fantasy ou l'Odyssée d'Abe. La musique de jeux vidéo aussi, ça a évolué avec la PlayStation 1. Ça faisait plus cinématographique. Et il y a des OST d'anthologie sur cette console. La PlayStation, quand j'y joue, c'est une console qui pue le succès, qui pue la réussite, mais dans le bon sens du terme, parce que t'as des jeux très ambitieux, avec ça se voit de très gros budgets. Et par exemple, sur Saturn, ça tu le ressens pas. Sur Saturn, c'est plutôt des expériences arcade, plus courtes, moins riches que sur PS1. Sur PlayStation, il y a moins de jeux typés arcade justement, mais c'est des aventures où tu t'investis plus. Déjà parce que c'est des jeux à histoire. Et le texte était en VF. Comme je vous le disais, des jeux traduits en français, ça va être la norme, et on va bien souvent même avoir des doublages en français. Sur des trucs comme Spyro, Crash Bandicoot ou Metal Gear Solid, on a des voix françaises. C'est pas anodin. Même si c'est pas toujours un super bon jeu d'acteur, je trouve que ça a du charme et c'est emblématique de l'ère PlayStation 1. Et cette localisation, c'est peut-être ça aussi qui a permis un plus large public de se mettre aux jeux vidéo. Sinon, à part ça, de temps en temps, je retrouvais des sensations assez similaires à la Saturn. Je pensais pas au final, mais sur PlayStation 1, il y a encore pas mal de jeux en 2D, même si c'était pas la mode, genre Symphony of the Night, Valkyrie Profile, Rayman, Suikoden. Il y a même des tactical RPG à la Vandal Hearts ou FF Tactics qui ont encore pas mal de 2D. Justement, il y a ce mélange entre 2D et 3D. Et c'est plus propre sur PlayStation. Ça rame moins, il y a un bon niveau de fluidité. D'ailleurs, c'est marrant de comparer. Les jeux, parfois, c'est des décors 3D avec des persos en 2D par-dessus. Et parfois, c'est l'inverse. C'est des décors 2D précalculés, mais les persos, eux, sont en 3D polygone par-dessus. À cette époque, c'était encore soit l'un, soit l'autre. Un truc qui est marquant avec l'utilisation de la 3D, c'est que les premiers jeux 32 bits avaient des zones pas très grandes, ou alors avec beaucoup de clipping. Et plus tard, on a vu des jeux sur les mêmes consoles avoir des environnements bien plus grands, et pourtant le nombre de polygones affichables a pas augmenté lui. C'est juste que les devs ont gagné en expérience, ils ont dompté la machine, et ça leur a permis d'optimiser un maximum pour cacher ce qui devait pas être vu par des couloirs ou des murs, et résultat, ce qui est affiché rend vraiment trop bien. Mais à regarder de près, les textures sont pas forcément plus belles en fin de vie qu'au début de vie, mais on a des environnements plus grands. Donc l'impression générale est que les jeux de fin de vie sont plus beaux. La PlayStation, elle a vécu longtemps, donc les années passent et avec plein de nouveaux bons jeux sortent dessus, et donc on observe une sorte de split dans la génération 32 bits. Un jeu qui serait considéré comme bon sur Saturn peut être considéré comme très moyen sur PlayStation 1 parce qu'il a beaucoup plus de concurrence. Je pense à un jeu comme Clockwork Knight 2 sur Saturn, c'est pas trop mal comme petit platformer, mais après Crash Bandicoot, laisse tomber. Et du coup, ça a un impact sur le prix de vente d'occasion des jeux aujourd'hui. Un bon jeu Saturn va coûter ultra cher, alors qu'un jeu du même calibre sur PS1 sera beaucoup plus accessible. Et généralement, les tout meilleurs jeux excellents de la PlayStation 1, ils se sont très bien vendus, donc ils sont trouvables pour vraiment pas cher quoi, contrairement à la Saturn. La PlayStation a cartonné, et donc le nombre d'équipes de développement pour cette console s'est multiplié au fur et à mesure des années, les sorties de jeux s'enchaînaient, et on a eu une ludothèque de dingue. Quand je dis une ludothèque de dingue, c'est vraiment qu'on a eu plein de jeux. Donc faudrait que je vous fasse un top un jour pour vous citer vraiment tous mes jeux préférés, parce que là j'aurais pas l'occasion. Mais ça implique aussi qu'on a eu plein de jeux de merde. Et si tu te balades dans les caches, tu vas voir que la plupart des jeux PlayStation 1 que tu vas y trouver, c'est vraiment des trucs que t'as pas envie d'avoir. Plus il y a de jeux sur une machine, plus t'as de chances que si t'en prends un au hasard sur les quelques milliers, tu tombes sur un jeu de merde. Mais si tu sais où chercher, la ludothèque, elle est extrêmement qualitative.
Et c'est ça qui fait que même si j'ai beaucoup d'affection pour la Saturn aujourd'hui, non, quand t'enchaînes les deux, la PlayStation 1 elle explose. Dans le cadre de cette rétrospective, j'ai joué à plein de jeux vieillots, plus ou moins fun, en essayant de kiffer, en mettant dans le contexte de l'époque. Mais là, legit, sur PlayStation, je me suis beaucoup plus amusé que sur toutes les autres consoles précédentes. Et je pense que c'est ça aussi qui explique son succès à l'époque, c'est que c'était trop fun. Bon, j'ai beaucoup kiffé la Super Nintendo aussi. Mais c'était une autre époque, des jeux un peu différents, donc c'est dur de trancher entre les deux. Bon, c'est facile de rester nostalgique et de faire le N-Sex, mais je pense tout de même que des titres comme Metal Gear Solid, les Final Fantasy, les Crash, Spyro, Ridge Racer, Resident Evil, ouais, ça dépasse la ludothèque Super Nintendo. Parfois, certaines consoles, elles ont une seconde jeunesse grâce à une nouvelle version, ou à une extension. Là, la PS1, elle a eu une seconde vie, je trouve, avec la DualShock. La manette est hyper confortable pour l'époque, toujours avec les poignets, mais en plus t'as 2 joysticks. Et tu mets ça dans ta main, c'est bon, t'as déjà plus l'impression d'être dans du rétro. Ça, le toucher et la prise en main d'une manette jeu vidéo moderne. Avec les 2 poignets, les 2 joysticks, les 4 gâchettes, les 4 boutons de façade. Quand je suis passé à la DualShock, je trouvais que c'était bien plus simple de jouer à Crash Bandicoot 2. Je gagnais énormément en précision par rapport à jouer à la croix. Mais j'imagine que c'est mon cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était tellement nouveau de jouer avec un joystick que ça devait être compliqué pour pas mal de gens. Il a dû y avoir un temps d'adaptation, j'imagine, de plusieurs mois avant que les joueurs réussissent à choper le niveau qu'ils avaient sur une croix, mais du coup sur un joystick. Et puis elle était cool la texture des joysticks sur la DualShock. La texture gomme par rapport au plastique très lisse de la Saturn ou la 64, bah ça faisait que ça glissait moins, donc tu gagnais en précision, le joystick était plus gros, dans des moments de jeu nerveux et intenses, bah c'est bien que ça glisse pas et que t'aies un full contrôle du stick. Cette DualShock elle devient rapidement tellement naturelle quand tu joues à la PlayStation, que quand tu retournes sur la manette originale qui a plus les 2 sticks, c'est comme si elle avait été amputée, il lui manque vraiment quelque chose. Elle a une apparence vide. Et je pense que c'est une bonne preuve que la DualShock c'était une manette exceptionnelle pour l'époque. Et j'en ai pas parlé, mais il y a des vibrations dedans, c'est pour ça que ça s'appelle DualShock, parce qu'il y avait 2 moteurs de vibration. Et ça marchait sans pile, contrairement à la 64. Bon, aujourd'hui, les vibrations c'est anodin, mais à l'époque, t'as passé des centaines d'heures sur des machines où il se passe rien dans la manette, et là d'un coup tu conduis une voiture, t'en percutes une autre, et ta manette elle tremble. Mais là on est dans le jeu. Par contre, c'est la première génération de vibrations, hein, donc c'est très vénère, c'est brrr, ça tremble, c'est pas du tout aussi précis et subtil que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, toutes ces features font de la DualShock la meilleure manette de l'époque selon moi. Bien au-dessus de la 64, qui est connue pour avoir démocratisé le stick, mais en comparaison, le stick de la PlayStation sur le long terme, il est plus agréable. Mais ne crachons pas trop tôt sur la 64. Le premier truc qui m'a surpris avec sa manette, c'est que la poignée est un peu plus courte que sur PS1. J'avais mon dernier doigt un peu dans le vide. Et donc l'atout phare, c'est le joystick. Parce que c'était la première machine à avoir démocratisé l'utilisation du joystick dans tous ces jeux. Il est vachement précis quand t'as une manette en bon état, n'empêche. Mais forcément, quand tu sors de la DualShock, la qualité de finition du joystick 64 fait cheap. Mais je vais essayer de comparer un petit peu moins, parce que la manette 64 est quand même arrivée bien avant la PS1. Donc là, retour dans le temps, on découvre la 3D analogique. C'est le futur. Et même sa manette inspire le futur, avec cette forme qui ressemble à rien d'autre du passé. Le souci, c'est que du coup, tu tiens que les 2 tiers de la manette. Forcément, t'as que 2 mains. Son atout, c'est aussi son principal défaut, c'est que c'est une manette qui suit ni les codes de l'époque, ni les codes d'aujourd'hui. Donc elle est atypique, mais la prise en main est pas instantanée. Alors le temps de la découverte, c'est vachement fun de découvrir une nouvelle disposition de boutons, mais quand t'as un paquet d'heures dans les pattes, et que tu compares avec les autres manettes, tu te rends compte que les autres sont plus ergonomiques. Bon allez, parlons des jeux maintenant. C'est la première fois que j'ai été un peu impressionné par la démo technique de la tête de Mario dans 64. Sa tête, elle est lisse, elle est expressive, c'est pas juste des grosses textures pixelisées remplies de carrés. Dans l'ensemble, j'ai remarqué que sur 64, les héros que tu contrôlais étaient légèrement plus détaillés et moins grossiers dans leur modélisation que sur 32 bits. Bon, Mario 64 me donne tort, mais tu prends un jeu de snowboard sur PS1 et un jeu de snow sur 64, le rendu sur le surfeur est pas le même, c'est clair. Là où sur PS1, c'est remarquable quand un jeu a un environnement plutôt ouvert en 3D, souvent il n'y a pas une grande distance d'affichage, comme Spyro, sur 64, c'est la norme. C'est acquis
que c'est bon, tu vas avoir des full environnements en 3D vastes, avec une grosse distance d'affichage. Même si bien sûr au loin c'est moins texturé et plus tu t'approches, plus les détails apparaissent. En fait, la PS1 a démocratisé le fait de se balader dans des environnements full 3D. La 64, elle, a démocratisé l'immensité des environnements. Avoir de la hauteur, du relief, l'impression de se perdre dans une grande zone et pas seulement un couloir. En plus, on perd un peu le côté mosaïque des textures, où en fait un mur c'est juste plein de petits carrés, un peu comme dans Tomb Raider. Et le côté instabilité de ces textures aussi. Vous savez, quand vous bougez pas mais vous sentez que le mur il est pas très bien fixé aux autres polygones autour de lui. J'ai essayé de trouver une image pour ça, pour distinguer la 3D de la PS1 et celle de la 64. Vous voyez dans les stades où parfois chacun va sortir un bout de carton rectangulaire, et en fait de loin, vu que toute la foule a un rectangle au-dessus d'elle, et bah ça va former un tout, ça va former une image complète. Mais tu vois que parfois, au sein de ce tableau, vu que les rectangles sont tenus par des humains, bah y en a qui se dissocient un peu des autres. Donc tu vois des trous, tu vois des endroits qui bougent plus qu'ils ne le devraient. Les murs et le sol sur PS1, c'est un peu ça. Ça tient debout, mais c'est pas très stable. Certains bouts d'éléments 3D sont pas toujours super bien collés les uns avec les autres. Alors que sur 64, non. Toute la 3D est bien stable, c'est juste que c'est flou. Parce que ouais, sur 64, il y a un effet de flou général à cause du câble composite de la console que tu branches à ta télé. Donc c'est moins fin que ma PS1 en RGB. Donc les jeux 64, c'est plus beau, mais c'est un peu comme si tu les regardais à travers un lecteur YouTube, mais t'as une mauvaise connexion internet, donc t'as la définition qui baisse. Bon, j'enchaîne les images là, j'espère que vous arrivez à suivre. Maintenant un mot sur le gameplay. C'est la première fois que j'ai trouvé les déplacements de Mario dans Mario 64 hyper réactifs et précis. Parce qu'on n'avait pas ce même niveau de qualité de déplacement sur d'autres jeux 32 bits. Du moins pas en 3D. Par rapport à nos codes modernes du jeu vidéo, j'avais tendance à trouver les niveaux de Mario 64 assez chiants. Mais là, en m'immergeant dans les années 90, je réalise que Mario 64, il proposait dans ses niveaux plein d'idées très nouvelles et originales. Très inventifs, et presque chaque niveau peut te surprendre avec une ou plusieurs features. Alors qu'un Crash Bandicoot, finalement, un niveau ressemble beaucoup à un autre. Même si aujourd'hui, je trouve ça plus fun, un Crash, dans le côté linéaire et pure action plateforme sans exploration. Et donc cette inventivité, on va la retrouver dans d'autres titres Nintendo. Et surtout Nintendo, parce que même s'il y a eu des trucs comme GoldenEye, qui me font chier à jouer, mais je reconnais que c'était unique dans le gameplay, un jeu pareil à l'époque. Eux, c'était Rareware, donc c'était un peu une exception. Mais sinon, les développeurs tiers, bah en fait, il y en avait quasiment pas, puisque sur Nintendo 64, à cause du format cartouche, qui rajoutait pas mal de contraintes, bah en fait, tous les développeurs étaient partis chez Sony. Là où à l'époque de la Super Nintendo, on avait pas mal de variété dans les jeux, sur 64, bah beaucoup moins, c'était beaucoup plus de licences enfantines, dans l'esprit, avec des environnements très colorés. Ça contrastait beaucoup avec les thèmes et les univers plus dark qu'on pouvait retrouver sur PS1. Nintendo ne pouvait compter que sur eux-mêmes pour cette console. Donc l'image de marque s'est forgée sur les jeux qui sortaient dessus, et Nintendo ils sont connus pour faire des jeux colorés, des jeux plutôt attirants pour une audience jeune. Mais ça n'empêche pas que si tu mettais tes préjugés de côté, t'allais trouver sur A64 les jeux les plus inventifs que tu pouvais trouver sur le marché. Donc si t'es des fans de game design, c'était la console à avoir. Parce qu'après la grosse claque qu'a été Mario 64, bah c'est Zelda Ocarina of Time qui bouscule le jeu vidéo. Toujours des zones vastes, un univers haut en couleurs et varié, des musiques cool, un sens du rythme génial au début de l'aventure, plein d'objets, des quêtes annexes, plein de secrets, un jeu riche et plein de surprises. Et fun. Et la caméra à l'arrière qui suit ton perso, c'est très immersif et c'était pas courant pour l'époque, pour les jeux d'action-aventure. Et puis le système de lock sur les ennemis pour les combats aussi, c'était fou. Quand je vous dis qu'en plus d'être un peu plus puissante qu'une PS1, c'est surtout qu'elle a apporté plein de nouvelles mécaniques à la 3D. Et ça, je m'en suis rendu compte plus que jamais maintenant dans le cas de ce défi. Parce que c'est une chose de le lire, de l'entendre, de le savoir, mais c'en est une autre de l'expérimenter par soi-même en se faisant une rétrospective. Puis après Ocarina of Time, j'ai enchaîné avec Majora's Mask, qui ajoute à ça des mécaniques de gameplay toutes nouvelles avec les masques et la gestion du temps. C'était trop kiffant. Pour moi, ces deux jeux sont vraiment largement devant tout le reste du catalogue 64. J'ai remarqué aussi que sur cette console, il n'y avait pas cette attente du temps de chargement que tu retrouvais souvent sur PS1. Je m'y étais habitué, donc pas grave, mais c'est appréciable. Un jeu de course où ta course elle commence presque direct. Et ça c'est grâce aux cartouches. Mais c'est ça aussi qui a fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de développeurs tiers, parce que
Construire une cartouche par rapport à un CD, bah ça coûte plus cher à produire et il y a moins de stockage. Et donc moins de stockage, ça demande plus d'ingéniosité pour caler tout ce que tu veux à l'intérieur. Et donc on n'a pas cette ambiance qu'on pouvait retrouver dans les vidéos, les cinématiques d'intro en images de synthèse qu'il y avait sur 3DO, Saturn ou PS1. L'avantage par contre c'est que tu pouvais sauvegarder directement sur la cartouche. Enfin seulement sur certains jeux. Justement la plupart des éditeurs tiers ils s'embêtaient pas avec ça. Fallait acheter un contrôleur pack, une carte mémoire quoi que tu mettais dans ta manette pour pouvoir sauvegarder tes jeux, pour ceux qui avaient la flemme de mettre directement un système de sauvegarde sur la cartouche. Et vu qu'il y a des jeux qui utilisaient le Rumble Pack, que tu mettais aussi dans ta manette, quand tu voulais à la fois avoir des vibrations et à la fois sauvegarder ta partie, bah tu devais interchanger les deux. C'était pas ultra pratique. Enfin, ça se fait, mais c'est très bizarre comme action parce qu'on te demande jamais ça dans une autre console de jeux vidéo. Et graphiquement, même si c'est mieux au niveau de l'ambition et de la grandeur, il y a plein de jeux 64 vraiment pas ouf graphiquement, qui font même pas le figure à côté de la PS1, genre Cruisin' USA ou Mario Kart 64. Et je sais pas si c'est parce que les mondes sont grands, mais pas mal de jeux 64 rament vraiment. C'est pas fluide. Il y a une impression même que la plupart des jeux sont bien moins fluides que sur PS1. Et ça me fait dire que même si vers la fin des années 90 la PS1 commençait à se faire vieille, ben ces jeux étaient toujours d'actualité, grâce à l'ingéniosité des devs dont on a parlé. Elle pouvait peut-être pas faire ce que pouvait faire la 64 en termes de grandeur à la Ocarina of Time, mais sinon la plupart des jeux pouvaient continuer de sortir sur PS1. Résultat, même Rayman 2 a pu sortir dessus, et ça c'est un portage remarquable pour une console pareille. Il est plus pixelisé au niveau du perso, et certaines parties un peu grandes des niveaux ont été supprimées ou adaptées, mais dans l'ensemble c'est le même jeu. Et il est plus fluide sur PS1 que sur 64, Rayman 2. Donc je pensais me prendre une plus grosse claque sur la 64. Mais entre la fluidité, le flou ambiant, les graphismes sont pas bluffants, même s'il y a moins de warping. Ce qui est bluffant, c'est plutôt l'ambition et la richesse des jeux dessus. Comme je vous l'ai dit, des trucs à la Majora's Mask, jamais j'imagine ça sur PS1. La 64, c'est aussi surtout l'avènement du jeu multijoueur. C'est la première fois qu'on avait une console avec 4 ports manettes directement intégrés. Et Nintendo, ils sont forts pour faire des jeux conviviaux. C'est le début des party games, que j'ai pas pu tester dans mes conditions modernes. Mais je pense que, pour l'époque, entre le jeu avec les amis, les grosses expériences ambitieuses, elle pouvait surpasser la PS1 dans la tête de plein de joueurs. Et j'imagine dans la peau d'un enfant qui a pas de thunes et qui va avoir peut-être que 5 jeux dans toute sa ludothèque, bah s'il privilégie la qualité à la quantité, la 64, c'est le bon choix. C'est une console inventive qui a fait évoluer le game design, mais avec du recul, quand t'as déjà fait les 5 jeux maxi-cultes de la console, t'as plus grand chose à faire dessus, contrairement à une PlayStation, qui est ultra riche, mais remplie de merde aussi. Et puis y a pas de jeux 2D sur 64, donc y a une plus grosse variété de jeux sur PS1. Avant de clôturer ce chapitre, un petit mot sur les boîtes quand même. D'un point de vue de la Saturn et la PlayStation, c'était pas encore très standardisé. Seulement au Japon, t'avais une boîte de disques CD standard pour les deux consoles. Mais quand c'est arrivé en Europe, on a eu des boîtiers plastiques un peu plus épais pour l'Europe, pour la PlayStation, mais du coup aussi un peu plus fragiles. Et par contre pour les jeux Saturn, on avait des petites boîtes en plastique / carton, un format qu'on n'a pas revu ensuite. C'est assez bizarre ce format Saturn PAL. En plus la boîte tient fermée grâce à un système de d'aimant qui s'use avec le temps et qui ferme vraiment pas bien aujourd'hui. Donc je préfère le petit charme quand même des boîtes carrées PlayStation 1. Les boîtes 64 aussi elles ont du charme, mais comme sur la NES et la SNES, c'est encore des boîtes en carton, donc faut accepter l'idée que la majorité de ta collection sera en loose. J'espère que cette partie vous aura autant plu qu'à moi. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir ces premiers jeux de l'ère 3D. Et maintenant j'ai trop hâte de voir comment est-ce qu'ils ont perfectionné leur recette sur 128 bits.